et à tous, on va commencer. Bienvenue au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Alors vous savez, si le thème de ce salon c'est nos futurs au pluriel, on va vous proposer pendant 3 quarts d'heure environ, un peu moins, de partir à l'aventure, non pas dans le futur, mais dans des mondes imaginaires. Alors cela ne veut pas dire que ces mondes n'ont rien à voir avec notre monde actuel. Cela ne veut pas dire non plus qu'ils ne l'interrogent pas non plus. Mais en tout cas, les deux auteurs que j'ai à mes côtés ont choisi d'explorer des mondes magiques, peuplés d'êtres mystérieux et de lieux maléfiques, pour reprendre la présentation de leur rencontre par le festival. Des êtres mystérieux, on en croise un certain nombre dans l'œuvre de Joseph Delaney. Bonjour Joseph. Vous êtes un auteur anglais de plusieurs livres de fantasy. C'est la saga de l'Épouvanteur qui vous a fait connaître, qui vous a révélé. J'ai le premier tome entre les mains. Premier tome donc, publié chez Bayard Éditions. Il y a eu 13 tomes d'un premier cycle et 2 pour l'instant d'un nouveau cycle. Le deuxième tome du nouveau cycle, c'est le tome 15 en français, La résurrection de l'Épouvanteur, toujours chez Bayard. Je vais spoiler un tout petit peu, mais on suit dans les 13 tomes un épouvanteur et son apprenti. Dans le nouveau cycle, c'est l'apprenti qui est devenu épouvanteur. On va en parler un peu pendant la rencontre probablement. Ça se passe à Chippenden, dans les régions obscures du Chippenden, un comté d'une Angleterre du Nord, un peu fantasmé. Et chez Bayard, toujours, on va bientôt découvrir une nouvelle saga fantastique de Joseph Delaney qui s'appelle Aberration. Le premier tome, c'est Le Réveil des monstres de Joseph Delaney, qui va sortir en février, donc on va en parler un peu en avance. C'est l'histoire, ça se passe en Angleterre toujours. Un mystérieux brouillard recouvre une grande partie du pays. Ceux qui s'y trouvent meurent ou sont transformés en créatures immondes nommées les aberrations. On suit Crafty, un Colin Benson, le personnage principal, qui a 13 ans à peu près, qui est un des rares survivants qui peut traverser le brouillard. Je ne vais pas en dire trop, vous aurez l'occasion de voir le livre un peu plus tard. On va peut-être aborder quelques questions autour du livre, mais sans trop en dévoiler. À vos côtés, Sean Isley. Bonjour Sean. Auteur, vous êtes un auteur américain, auteur d'un premier roman, L'Hôtel Invisible. Alors en fait, c'est le premier tome d'une saga à venir qui s'appelle Les Entremondes. Le livre est publié chez Lumen Éditions. Le livre raconte l'histoire d'un jeune homme, Cameron, qui découvre l'existence d'un hôtel un peu particulier. Il est normalement invisible déjà, mais Cameron peut y accéder grâce à son médaillon. Alors, être invisible, ce n'est pas sa seule particularité, puisque Cameron découvre qu'il permet d'accéder à peu près où on veut dans le monde. Alors là encore, je pense que tout le monde n'a pas forcément lu les livres, donc on ne va pas trop en dévoiler, mais voilà, c'est le pitch de départ du roman. On va en parler un peu plus en détail ensemble. Je disais que c'était votre premier roman, on aura l'occasion peut-être de vous découvrir aussi à travers cette rencontre. Je remercie nos 2 interprètes d'ores et déjà, Maëlle Mas, qui va s'occuper d'interpréter les propos de Sean, et Clotilde Moineau, qui va interpréter les propos de Joseph Delaney. Alors je commence avec quelques questions autour de la création de l'univers peut-être. Sur le point de départ de vos univers, de vos différentes sagas. Alors Joseph, peut-être pour commencer, vous avez écrit plusieurs sagas différentes. Quel est le point de départ pour chacune d'entre elles? Est-ce que ça commence par les personnages que vous avez en tête, de l'univers que vous souhaitez explorer, peut-être des thèmes que vous souhaitez aborder? Comment est-ce qu'ils naissent exactement? With both books, it's slightly different. I mean, the Spooks book came out of an idea. We have boggarts in Lancashire, in northern England. They have spirits, they have poltergeists, they can throw things, cause trouble. And I moved house and I moved into a village which had a boggart. And so I wrote that down in my notebook. And 18 years later, when I'm looking for the idea for a story, that became the starting point. So we needed someone to deal with it. So I invented a guy called the Spook, and he would have an apprentice, Tom Lloyd, and they would deal with the dog. When I came to write Aberrations, alors ça dépend, il y a des cas différents. Dans le cadre de la série d'Épouvanteurs, j'habite effectivement le nord de l'Angleterre, où il y a des gobelins, des esprits, des poltergeists, enfin ça fait partie de la mythologie locale. Et j'ai emménagé dans un village il y a quelques années où il y avait donc un gobelin. Et 18 ans plus tard, 18 ans après mon arrivée, j'ai
à cause de ce contexte et de cet univers qui préexistait, j'ai inventé le personnage de Thomas et de l'épouvanteur et de son apprenti. Dans le cas d'Aberration... Sorry. So the second one, I was going to write something totally different and I haven't got a clue where it was going to go. So I decided I would take a scary moment from the first book, when the boy goes down to a cellar to see if he can face the dark, and I would start with a cellar. And I would see what is outside. The scary things will be outside the cellar, and the cellar will be a refuge. And, pour l'autre saga Aberration, là, j'avais pas la moindre idée de comment m'y prendre, de comment commencer. Donc je me suis focalisée sur un moment terrifiant de ma saga précédente, un garçon dans une cave, voilà, et qui se protège. En fait, cette cage est un refuge, je vais y arriver, où il se protège de tout ce qui est effrayant à l'extérieur. So basically the starting point for both is different, but the one thing that they have in common, when I start a book, I discover it. I don't plan in advance. I do not know where we're going. I discover it piece by piece. Alors effectivement, pour les deux sagas, le point de départ est tout à fait différent, mais ce qui les rapproche, c'est que dans les deux cas, je découvre ce qui va se passer, je découvre l'histoire, je découvre l'univers au fur et à mesure de mon écriture. Ça, on va en parler peut-être justement de ces processus d'écriture, mais avant ça, j'aimerais écouter Chad sur le point de départ de votre roman, de votre saga aussi. Il y a l'idée de l'hôtel très en amont de l'écriture. Yes, there's kind of two big factors that worked into that. There was my upbringing, which was just I grew up with a languages teacher as a mother, and my father was a world-class athlete who traveled all over the world. So we knew a lot of people growing up who were just from everywhere. And in America, that's not always that common, especially where we grew up. And then I had honestly, I had a dream. I know it sounds cliche, but I had a dream of a place that was this mishmash of all of these different locations around the world. And that next day I thought the idea was too good to pass up, and it just, the two kind of worked together to create the one idea. And then the characters came after that, I think. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu deux grands facteurs. Tout d'abord, le fait que j'ai grandi avec une mère qui était professeure de langue et un père qui était athlète, qui voyageait dans le monde entier. Et donc, j'ai grandi entourée de personnes qui venaient du monde entier. Et ce n'est pas si courant en Amérique, surtout lorsqu'on est enfant. La deuxième idée, c'est un rêve que j'ai fait à propos d'un hôtel qui emmenait dans plein d'endroits différents. Et j'ai trouvé que ces deux facteurs allaient très bien ensemble, et c'est ce qui m'a poussé à créer ces personnages. And I think too that there was the theme actually created the magic of the world. That idea of connectedness and family and all of that. I wanted the magic of the world to not just be the normal kind of magic. I think sometimes the cooler magic to me specifically is the magic that's born out of our emotions and our relationships with one another, that kind of esoteric, strange things that don't manifest very easily in our world. And that kind of magic was so interesting to me, and I wanted it to reflect. And so this idea of connecting two places and connecting two people would be the same magic of having a door that binds one place to another, be the same as two friends linked across great distances, or family members linked across great distances. Oui, et puis en ce qui concerne la magie, j'ai eu cette idée de connexion. En fait, je ne voulais pas que ce soit une magie un peu commune, banale. Je trouvais que la plus belle des magies, c'est celle qui crée du lien entre les gens et celle qui nous unit, etc., avec ceux qu'on aime. Et je trouve ça vraiment intéressant, cette idée de magie qui connecterait des lieux entre eux de la même manière qu'elle connecterait deux personnes entre elles.
Et voilà, donc j'ai pensé que ce serait intéressant que ce soit la même magie qui permette de lier deux endroits entre eux que celle qui permet de lier deux amis ou deux personnes d'une même famille. Il y a cette idée de lien aussi dans votre œuvre, Josette Delaney. Sean parlait de connexion entre les personnes. Dans vos romans, dans vos sagas, il y a aussi une connexion très forte entre deux personnages, entre un apprenti et un maître, un épouvanteur en l'occurrence dans la saga de l'épouvanteur. C'était très important d'avoir ces liens aussi très forts entre vos personnages. Yes, it's important to have a strong bond because basically they have to get on together. I mean, the spook to Tom appears at first to be a very terrifying character. Oui, pour moi, c'était très important qu'ils aient un lien fort, un lien important, parce qu'au départ, Thomas, l'épouvanteur, apparaît comme un personnage terrifiant, par nature. And the people generally will be nervous of the spook's presence. They will think he was attached to the dog in some way. They will cross to the other side of the road. Et donc, évidemment, la première impulsion qu'on a, c'est de se dire que ce personnage est connecté d'abord à l'obscurité, à toutes les forces sombres, voilà, et que... So Tom starts off being very nervous and not quite sure he's going to be comfortable, he's not going to like the job, but gradually, slowly, they form a bond, and eventually the spook is more like a father than anything to him. Voilà, et donc quand Tom le rencontre au début, il marche un peu sur des œufs, il n'est pas tout à fait à l'aise avec cet homme dont il est l'apprenti, et puis petit à petit, au fil du récit, il forme un lien qui devient de plus en plus fort et qui finalement ressemble à quelque chose d'un lien père-fils. And I think Tom's mum says to him, he'll be a master, he'll be a teacher, and he may well be your best friend. Et comme le dit la mère de Tom à son fils, cet homme sera ton maître, sera ton enseignant et sera peut-être... Et peut-être qu'il finira par être ton meilleur ami. La notion familiale est très importante dans votre roman Chêne. Je vous cite une critique d'un lecteur. Il y a aussi de beaux messages dans le livre sur la famille que l'on peut choisir et construire et qui ne dépend pas uniquement des liens du sang. Donc, vous en avez un peu parlé, c'était au cœur du roman, il y avait cette idée de famille, de choisir sa famille. Yes, it's very important to me. I feel like the family that you come from determines a lot about who you are, but the family that you choose determines a lot about who you're becoming. The people that have made us who we are, they do play a big part in the way we interact and what we're able to do, or what we're able to do right now. But I think for me, growing up, I mentioned that my dad was a world-class runner. Part of what that meant was he wasn't around. But there are people who stepped into that role his role in my life. They were family that I found over time. The same with the friends that I've met. They are my family in a lot of ways because they have spoken into who I am just as much as my parents have. And yeah, it's super important for me. Oui, c'est quelque chose de très important pour moi parce que je pense que la famille d'où l'on vient détermine beaucoup qui l'on est, mais la famille que l'on se choisit détermine qui l'on devient. Pour moi, c'était quelque chose d'important dans ma vie puisque mon père voyageait beaucoup et il y a eu d'autres personnes qui ont pu avoir un rôle important dans ma construction et ces personnes-là sont donc devenues une sorte de seconde famille. Donc oui, pour moi, c'est une notion extrêmement importante. Si vous souhaitez interagir, n'hésitez pas, les auteurs, si vous souhaitez rebondir sur ce qui a été par l'autre. À propos peut-être de l'adolescence, vos deux personnages sont des adolescents, vos deux héros principaux. C'est des romans initiatiques aussi. C'était un âge que vous souhaitiez explorer, l'adolescence, dans vos romans. Josette Delaney, tous vos héros de saga sont des jeunes au départ de la saga, qui ont à peu près 13 ans, 14 ans, sont des adolescents. C'est intéressant d'explorer, voilà, devenir adulte, comment on devient adulte. Not really. To be quite honest, I'm just writing. So it's a young centre write myself, you know. But yeah, I think I'm interested. I remember what it's like to be a child, and the worst thing is you're powerless. It's important who you're with, who looks after you.
And the danger is more intense when you're young, especially if you're out. That's why you need someone to protect you. That's why you need a father, and maybe the spook takes Tom into danger, but he also protects him. En fait, non, pas vraiment. C'est pas vraiment le thème de l'adolescence et de devenir un adulte qui m'intéresse. C'est plus l'enfance et le fait que quand on est un enfant, on a besoin de ses parents, on a besoin de quelqu'un qui vous ouvre le monde, qui vous protège et voilà, et que c'est le rôle aussi que va jouer l'épouvanteur pour Tom, c'est un protecteur, quelqu'un qui lui ouvre des portes. Joseph, I don't know about you, I don't feel like I ever got out of that feeling sometimes of just what it's like to be a kid. When I put I feel like like when you put your mind into Tom's mind, you're in there. Yeah, you're 13 again. Yes. Yeah. Oui, je ne sais pas pour vous, Joseph, mais oui, quand on se met dans la peau d'un personnage, on a vraiment l'impression d'être lui. Il a l'impression d'être toujours à ce stade-là, en fait, dans sa vie, juste sur l'évolution des personnages, justement, alors ils sont à un âge au départ de la saga, ils sont adolescents. Vous disiez, Joseph, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, l'évolution n'est pas prévue quand vous commencez le roman, vous ne savez pas forcément où vous allez, vous avez dit tout à l'heure, son évolution n'est pas forcément prévue. Yeah, you don't know properly who the character is to start with, so the character develops as everything progresses, and because I don't plan, I don't know how the plot's going to unfold properly. So as they go, you're learning yourself. You literally, as you said, Sean, you try to put yourself into you look into their eyes. What they hear, you hear. What they see, you see. And bit by bit, through them, you learn about the world. I think that's what it is really. Oui, effectivement, moi je ne sais pas où je vais quand je commence. Je n'ai pas de plan, je commence à écrire. Et en fait, on apprend soi-même en suivant le récit. C'est-à-dire qu'on se met dans les chaussures du personnage, on essaye de voir le monde à travers ses yeux, de comprendre le monde qui se déroule en lui. Et c'est ça qui va nous amener à écrire le développement. Mais moi, je ne l'ai pas décidé à l'avance. And yeah, I feel like the one piece that I control is who I create to put into the world, because once they get in there, they kind of do their own thing. They act the way they're going to act. The only thing I did was I created a person who would act in a certain way, and I think I have a plan. But then all of a sudden they start doing something I didn't expect, or going somewhere I didn't expect, and I discover it along with them. Oui, en fait, j'ai l'impression que la seule chose que je contrôle, c'est quel personnage je crée, quel personnage je place dans ce monde. Et ensuite, il évolue tout seul. Donc vraiment, la seule chose que je peux contrôler, c'est quel personnage, à qui quelque chose je donne vie. Et ensuite, ils ont une sorte de développement personnel que je découvre moi aussi. Yeah, they do. I mean, but if you write my way, that's the way Sean. Do you write that way, Sean? Do you plan? You know what's going to happen, really? I have some things that I think would be fun, Yeah. but I don't always expect that I'm going to get there. Yeah. Donc il lui a posé la question de son plan. Est-ce que lui, il a un plan quand il commence? I have a rough outcome. I mean, for example, in the 9th book, which is Grimalkin. Oh, sorry, Sean. I'm confusing everybody. Oui, j'ai des idées, des choses dont je me dis qu'elles pourraient être très sympas, mais je ne sais pas si ça va aboutir à cet endroit. Okay. So I'm so open to what might happen, and I don't control it. In the 9th book, which is I Am Grimalkin, some of you might have read it, all I want is Grimalkin to achieve a certain task, hopefully, and I hope that Grimalkin will still be alive at the end of the book, you know. But I am prepared to let it die. I'm not going to save it by some miracle. Alors oui, effectivement, je ne contrôle pas grand-chose. Je vous donne l'exemple de mon 9e livre qui s'appelle en français, donc je suis dans Grimalkin quelque chose. C'est pas le titre en français, je suis Grimalkin en anglais.
Je commence l'écriture en me disant que je veux que Grimalkin effectivement accomplisse un fait, un exploit, et puis j'espère très fort que le personnage va être encore vivant à la fin du livre, mais j'en sais rien. C'est-à-dire que je suis également moi-même préparée au fait que peut-être le personnage va mourir. Joseph, do you have it to where, do you ever have this happen where you write a character and you don't expect that they're going to be a huge thing, and then they just kind of, they demand more attention? Yes, yeah. Joseph, est-ce que ça vous arrive aussi d'écrire un personnage sans penser qu'il va avoir une place très importante dans le livre et de vous rendre compte que finalement il se développe et devient très important? Yeah, exactly like that. I mean, I think it's in book 5. There's a guy called Bill Arkwright, and he's going to train Tom and toughen him up. But I thought, I planned in advance that Bill Arkwright would be a nervous wreck. And he would be a burnt out case. And he would, when I meet Bill Arkwright, I find out that he's a bully, he's dangerous, he's got an alcohol problem, and Tom is in real trouble, you know? Then he developed himself. Oui, ça m'est arrivé par exemple avec le personnage de Bill Arkwright, qui au départ voilà, était un personnage un petit peu secondaire en toile de fond, qui était quelqu'un d'assez nerveux, pas vraiment une référence dans la mesure où il était alcoolique, et puis petit à petit c'est un personnage qui s'est développé, qui est devenu dangereux, effectivement alcoolique mais avec un côté agressif, enfin il a pris une place que je ne pensais pas lui réserver au départ. So that was a really good example of a character taking on a life of their own. And unfortunately, well, I won't say any more, but I wish I'd kept him for another book. That's all. C'est effectivement un exemple d'un personnage qui a commencé à prendre vie un peu de façon autonome, par lui-même. Et ça m'a même amené à regretter de ne pas l'avoir mis de côté pour un autre livre. C'est-à-dire que... Quelle est la place d'ailleurs des critiques? Joseph Delaney, vous avez publié plusieurs romans, plusieurs tomes. À chaque fois, il y a une réception critique. Est-ce que vous prenez en compte les réactions des lecteurs sur justement les personnages? Et après, je poserai la question sur Sean, sur comment est-ce qu'il lit un peu ce qui se passe autour du livre du premier tome. I'm sorry to say that I don't really do what the readers want me to do. I mean, if you've read the whole series, there's been a big debate about Tom and Alice and will they be together? And they say, well, I won't say any more, basically, but I don't promise any happy endings. Alors je dois dire, je m'en excuse, mais je ne fais pas du tout ce que les lecteurs attendent ni demandent. Il y a eu notamment un grand débat sur la relation entre Tom et Alice, et je ne vous promets rien de particulièrement heureux en termes de fin heureuse, donc happy ending. And as to the reading of reviews and whether you take that into effect, I try to take into account the reviews of people who give me feedback, either face-to-face or directly. People who write reviews in America, it feels like, they only write reviews if they don't like something. And I do want to know what people don't like, but I feel like to get imbalanced feedback that is only from one perspective would be detrimental. Alors oui, en ce qui concerne la question de savoir si je lis les critiques et si je les prends en compte, j'essaye, oui, de prendre en compte les commentaires qui me sont faits en face à face ou de manière directe. Mais aux États-Unis, les gens n'écrivent des critiques de livres que lorsqu'ils n'ont pas aimé le livre. Donc ça m'intéresse de savoir ce que les gens n'ont pas aimé, mais je veux avoir un retour nuancé, que je pense que ce serait destructeur de ne lire que les choses négatives. One thing that I did do when I was writing The Hotel, and I've done again with the second book, is actually solicit feedback from kids in the age group, where they're able to tell me face to face things that they loved, things they didn't like, and kids that age are wonderful because they give you exactly what they're feeling. And they do it effusively. If they don't like something, they hate it. If they like it a little bit, they love it, and they will lavish you with praise. So that kind of balance, I think, really helps in helping me know what matters to them and what really, really doesn't, that I think should.
quelque chose que j'ai fait pendant l'écriture du premier livre et pendant celle du second, ça a été de recueillir des retours d'enfants appartenant à la catégorie d'âge à laquelle est destiné le livre. Donc des retours en direct pour savoir ce qu'ils avaient aimé et ce qu'ils n'avaient pas aimé. Et ce qui est vraiment merveilleux avec les enfants, c'est qu'ils sont très très directs, très clairs. Donc s'ils ont détesté, ils ont vraiment détesté. Et s'ils ont aimé, alors là, ils ont adoré le livre et ils vont le faire le plus tranquillement. Et donc pour moi, ces retours m'aident énormément à savoir ce qui est important pour eux et ce qui ne l'est pas. J'aimerais qu'on parle un peu peut-être des univers que vous avez créés dans vos sagas, dans vos livres. Donc à la fois la région de Chilpenden pour peut-être l'épouvanteur et l'hôtel invisible. Est-ce qu'ils ont été construits, pensés comme des personnages avec, je sais pas, des fiches, des chronologies? Est-ce que vous savez beaucoup de choses en amont sur cet univers-là? Ou est-ce que, comme peut-être Joseph Delaunay le disait, vous avancez sans forcément plan, comment ça se passe, la création de l'univers en tant que tel? Step by step. Basically, to take aberrations, we start off with a boy in a cellar. And rather than being a scary cellar, it's a refuge, that's the important thing. So then he started to think, what's outside the door? Why is he in the cellar? And when you ask yourself the questions, the answers do not come immediately. They may come after a few days, bit by bit by bit. Oui, alors moi je procède vraiment étape par étape, pas à pas à chaque fois. Je prends l'exemple d'Aberration par exemple, avec ce point de départ qui est le garçon dans sa cave. Et ce qui est très important, c'est de se souvenir que ce n'est pas une cave qui fait peur, mais c'est une cave refuge face à tout ce qui fait peur à l'extérieur. Eh bien, tout ce qui fait peur à l'extérieur, ça se décide, j'ai envie de dire, au jour le jour. Les réponses viennent au fur et à mesure du récit, et ça se construit pas à pas. It's a process of discovery. Then you work out something else, you get a moment of inspiration, and you realise there's something out there, there's a zone out there, something that's changing things, making life difficult to survive, and then you think, there are strange creatures out there called aberrations. Where did they come from? What was the first aberration? And when did it happen? 70 years before the book. Voilà, donc ça c'est vraiment un processus de découverte, aussi bien pour le lecteur que pour moi quand j'écris, c'est-à-dire que c'est des moments de j'arrive plus à me relire, c'est pas grave, il y a une zone donc, qui est épouvantable au dehors de cette cave et où vivent des créatures dangereuses qui s'appellent des aberrations. Donc la première aberration survient, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle se comporte, etc. Mais c'est, voilà, le récit se développe peu à peu. So just one brief one. So that's what I like about writing a series, because that gives you, with one book, you've not got enough time. So the more books you have, the bigger the world will get and the more complex it will get. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire des séries et des sagas, c'est parce que un monde se dessine dans le premier livre et puis au fur et à mesure qu'on poursuit la série, il y a un univers de plus en plus distinct, de plus en plus varié, de plus en plus foisonnant qui se dessine au fil de la série. Yeah, and for me, it's much the same. With the hotel in particular, it's interesting because this is a slight spoiler, but the hotel, in a way, is a character, and people refer to it as having a will of its own and its own desires and its own curiosities and that kind of thing. And there's a lot that comes out of that. But my whole thinking in the creation of the magic of this world is if magic is a personal, emotional kind of thing, then magic itself would have a personality, it would have its own emotions, it would have its own representations of its feelings, and then it would expand with that in mind. Oui, pour moi c'est assez similaire. Pour l'hôtel en particulier, bon, je vais vous dévoiler quelques petites choses, mais il a ses propres désirs, sa propre curiosité. Et quand je pense à la création de la magie, eh bien oui, je pense à la magie comme quelque chose ayant sa propre pensée, sa propre représentation de ses sentiments. Well, that's another parallel really, because just you say the hotel was a mind of its own, it's an entity. The zone in aberrations is sentient to a certain extent, so
Ça, c'est encore un parallèle entre nos deux ouvrages, effectivement. C'est-à-dire que dans Aberration, cette fameuse zone de brouillard a également ses ressorts, ses propres ressorts, ses ressorts autonomes, sa façon de fonctionner qui l'a fait ressembler à un personnage. Peut-être Joseph, sur Aberration, ça se passe en Angleterre, mais vous n'avez pas utilisé le folklore que vous aviez peut-être dans l'Épouvanteur, où vous utilisiez un folklore existant de fantasy locale. Il y avait l'idée dans Aberration d'être libre. That's correct, yeah. I mean, basically, the spook is drawn upon folklore, folk tales, but this is like a sort of imagination. I'm just looking for what's weird and strange out there. Effectivement, la série de l'Épouvanteur était très inspirée de toute la mythologie locale. Et là, dans Aberration, on est vraiment dans la création, de l'invention d'un univers différent. Shane, peut-être, c'est un monde aussi, c'est un hôtel qui n'existe pas. Vous n'avez pas utilisé de folklore existant. Vous parlez d'une magie propre que vous avez un peu créée pour le roman. Peut-être quelques mots sur vos influences. Est-ce que vous êtes un grand lecteur de fantasy ou de romans fantastiques, de sagas? Yeah, I have always loved anything that's really creative, anything that just surprises me. I remember when I was a kid, I loved the Chronicles of Narnia, and just the idea of going into something mundane and all of a sudden it opens out into this whole world that I had no idea existed, and there's all these possibilities, and I love that idea of keeping all the possibilities open. It's the same with like Hayao Miyazaki movies, the Studio Ghibli, all of those are just so creative, and not just creative, but creative and full of possibilities for everyone who's in those worlds. It's not just for the one character that you're focused on, it's for everybody. If you've seen those movies, all of the characters play just a wonderful role, and Full Metal Alchemist too. It's just everybody has a story. I love that everybody has a story. I'm sorry. Oui, j'ai toujours aimé tout ce qui touchait à la créativité, tout ce qui était très inventif. Plus jeune, j'ai beaucoup aimé les Chroniques de Narnia. J'aimais beaucoup cette idée d'un monde réel et puis tout d'un coup d'un monde magique qui s'ouvrait à nous. J'adore en fait l'idée de toutes ces possibilités qui s'ouvrent tout d'un coup, notamment les mondes créés par Miyazaki et par Full Metal Alchemist, qui ont beaucoup d'inventivité et qui laissent énormément de possibilités à tous les personnages. Donc c'est pas seulement le héros qui se voit présenter plein de possibles devant lui, mais également tous les personnages, et j'aime cette idée que tout le monde ait droit à une histoire. On croise aussi quelques éléments autobiographiques dans vos romans. On est dans des univers fantastiques, complètement imaginés, mais le fait d'implémenter aussi des éléments autobiographiques, ça rend les histoires plus réalistes. Je pense à La Maison Hantée, peut-être, pour Joseph Delaney. Yeah, I mean, the haunted house comes from a nightmare I had when I was a child. I won't go into great detail, but I experienced something similar to what Tom experienced. Oui, donc effectivement, La Maison Hantée, c'est quelque chose qui fait partie de mon expérience, puisque j'ai vécu quelque chose d'assez proche de ce que vit Tom dans une maison hantée. Donc effectivement, oui, ça tient une place. We're also writing within genres, and there are lots of genres and sub-genres. The idea of the zone, obviously, is not new. There are many books that consider a strange zone. The first one I ever read was Boris and Arkady Strugatsky, The Roadside Picnic. It was a Russian fantasy, science fiction. Boris who? Boris and Arkady Strugatsky. I practiced that. Donc une influence, un auteur russe qui a, je suis incapable de répéter le nom, qui a écrit, parce que l'idée d'une zone comme ça dans laquelle les personnages peuvent pénétrer, c'est pas lui qui l'a inventé tout seul, ça se déploie dans plusieurs autres livres, et donc notamment chez cet auteur imprononçable. They call it roadside
picnic, roadside picnic. D'accord, le pique-nique de bord de route, ça s'appelle. Roadside picnic, c'est le pique-nique au bord de la route. The aliens have been and they've gone. We never see them, but what they've leave behind, the debris, is strange things to encounter. It's a zone. D'accord, puisque des aliens sont venus, ont laissé. Sort of, yeah. We think so. Ils ont, apparemment, ils ont effectivement fait un pique-nique et ils ont laissé tout un tas de restes, de traces, de débris. Et ce sont ces débris qui créent tout à coup des effets qu'on n'attendait pas. So what you've got is a debris from the picnic, and it's dangerous, and it's wonderful, it's magical. Et donc les débris du pique-nique des aliens, c'est ça qui est dangereux et qui est magique et qui crée du mystère et du fantastique. So that was the first zone story I think that I ever encountered. Et ça, c'est la première histoire de zone dangereuse que j'ai rencontrée. And there are lots of them, it's a subgenre. Mais il y en a beaucoup puisque c'est un genre en soi, c'est un sous-genre en soi en fait, ces histoires de zones dangereuses. Yeah, and I think as for me, like, my grandfather was a storyteller, and not like he never wrote anything. What he would do is he would tell me stories about things that happened in his life, and they would be absolutely ridiculous, and there's no way that they could be true at all. But he would take this little nugget, this little seed of an idea that he experienced, and he would blow it out of proportions, and I would just be sitting there, just in awe of whatever he was saying. And I think that just worked its way into me. So there are a lot of things that people who know me well, when they start reading The Hotel Between, that they would be like, I know where you got that. I was there, and it was nothing like that. and I think too, like, well, I'll let you go ahead. Oui, mon grand-père racontait beaucoup d'histoires. Il n'a jamais écrit, mais il me racontait régulièrement des histoires et qui étaient incroyables. Et c'est impossible que ces histoires soient vraies. Il me disait qu'elles lui étaient vraiment arrivées, mais non, c'est pas possible du tout. Je pense qu'il prenait un événement qui lui était vraiment arrivé, mais ensuite il en faisait des tonnes, il exagérait complètement. Et je l'écoutais complètement fasciné me raconter ça. Et dans mon livre, il y a beaucoup de choses qui font écho à ma propre vie. Et donc des gens qui me connaissent me disent « Ah, mais ça je me rappelle, on l'a vécu ensemble, ça s'est pas du tout passé comme ça. » And then the main character is a lot like I was as a kid. I had a lot of social anxiety, just really, people scared me and I didn't know how I fit, and I think there are a lot of kids who go through that, and I didn't realize how it was working itself out in me at the time, and I've grown up and grown out of a lot of that. Obviously, the fact that I'm able to sit here in front of people, I think evidence is some of that, but I still, like, in my heart, I'm still that kid who got scared just interacting with people in general, and so it does anchor it in me. I think rather than my experiences anchoring the story in the real world, it's anchoring the readers in me so that they can understand, because I'm going to be able to give them a sense of who I am, because who I am is not going to be who anybody else is, and it'll be more specific, if not necessarily real. Oui, et puis le personnage principal de mon livre a aussi beaucoup en commun avec moi. Puisque lorsque j'étais enfant, j'avais beaucoup d'anxiété sociale, j'avais un peu peur des gens. Et puis je pense que beaucoup d'enfants vivent des situations similaires. Et je ne savais pas comment m'en sortir à l'époque. Bon, maintenant j'ai beaucoup grandi et la situation s'est beaucoup améliorée pour moi. La preuve, je suis ici devant vous aujourd'hui. Mais je pense que dans mon cœur, je suis encore un peu cet enfant qui, à l'époque, avait peur d'interagir avec les autres. Et donc pour moi, ancrer mon histoire dans le monde réel, ça passe aussi par l'ancrer dans ma situation personnelle. On pourrait rester encore quelques heures à vous écouter et poser des questions. Si vous en avez, ce sera en dédicace. Merci à vous tous. Alors en dédicace, justement, Sean Isley, c'est à partir de 14h30 jusqu'à 15h30 chez lui, au camp de l'Humaine.
tout cas, donc, le livre, c'est aux éditions Lumen. Merci beaucoup. Hôtel Invisible, les entretiens.